matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 28 novembre 2018, déjà que le temps passe vite en votre compagnie Eva Rock. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la COP14 sur la biodiversité qui refermera ses portes demain en Égypte. Les COP, ça n'existe pas donc que pour le climat. Jusqu'à demain, 196 pays sont réunis à Sharm el-Sheikh pour une COP sur la biodiversité. L'objectif est de décider des grands objectifs mondiaux pour préserver les espèces naturelles et sauvegarder les espèces. Et il y a urgence. Bonjour professeur Bruno David. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Pourquoi, déjà, les États ont-ils intérêt à maintenir la richesse de la biodiversité? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Tout simplement parce que les écosystèmes nous rendent beaucoup de services sans qu'on s'en rende compte nécessairement. Si on respire de l'oxygène en quantité convenable pour notre survie, c'est grâce à la biodiversité. S'il pleut, parfois, c'est grâce à la biodiversité, même si c'est beaucoup moins connu, celle de l'océan par exemple. Et puis bien sûr des ressources alimentaires, des ressources simplement aussi pour la beauté des paysages. Ça peut paraître évident, mais cette interconnexion, il faut la rappeler, parce que parfois on a l'impression, je dis la biodiversité, bon, on sait très bien qu'il y a plein d'animaux, très bien, mais en fait on est tous reliés par une sorte de grande chaîne qui fait que si jamais il y a trop d'espèces qui disparaissent, peut-être qu'à terme l'homme aussi. La biodiversité, en fait, en un mot, c'est le tissu vivant de la planète. Donc on voit des fils entremêlés, les fils entremêlés ce sont les espèces, et si on fait trop d'accros dans ce tissu, eh bien finalement le tissu va se déliter complètement et il ne rendra plus le même service qu'avant. Un gilet jaune qui visite votre musée, qui vous dit « Moi, préserver la biodiversité, je suis pour, mais la priorité, c'est quand même de pouvoir boucler mes fins de mois. Alors, il faut arrêter de taxer le diesel. » Vous répondez quoi? Évidemment, c'est un raccourci complètement caricatural, mais ça souligne le gouffre abyssal qu'il peut y avoir entre les problèmes concrets des gens à court terme et les problèmes de long terme qui se posent à l'humanité. J'aurais tendance à lui répondre que c'est le même problème. J'ai été frappé l'autre jour, j'ai entendu une dame gilet jaune qui parlait en disant « Moi, ma priorité, ce sont mes petits-enfants, ce ne sont pas les ours blancs. » En fait, c'est le même problème. Ah oui, ça se rejoint. C'est le même problème. Parce que si on a des changements qui sont absolument drastiques, il y aura plus d'ours blancs, et ça ne sera pas forcément une catastrophe pour la planète. Je suis désolé de le dire pour les défenseurs des ours, mais ça sera vraiment une catastrophe pour ces petits-enfants. Et pour la stabilité de notre économie aussi, non? Pour la stabilité de l'économie, pour la stabilité des sociétés tout court. Imaginez un instant que l'Afrique se désertifie, ça fait des centaines de millions de personnes qui vont migrer, par exemple. Alors justement, cette conférence qui a lieu à Sharm el-Sheikh, quel type d'engagement les pays peuvent réussir à prendre dans ce genre de sommet international? Est-ce que ça brasse beaucoup de vent ou est-ce qu'on arrive à des résultats concrets? Alors en fait, cette COP de Sharm el-Sheikh, elle est faite pour préparer une autre qui sera plus importante, qui se tiendra en 2020, où les vraies décisions seront prises. C'est un petit peu comme la COP 21 sur le climat qui s'est tenue à Paris, où il y a eu de grandes décisions qui ont été prises, mais tout ça, ça se prépare longtemps en avance. Donc on a 2 ans, les pays ont 2 ans pour se préparer, et Sharm el-Sheikh est là pour poser les bases d'un certain nombre de questions qui seront ensuite approfondies en 2020. Et justement, est-ce que c'est aussi compliqué sur la biodiversité que ça l'a été sur le climat pour se mettre d'accord? C'est beaucoup plus compliqué sur la biodiversité. C'est plus compliqué encore? C'est beaucoup plus compliqué. Non, je ne suis pas pessimiste, mais c'est plus compliqué simplement parce que la biodiversité, c'est plus compliqué que le climat. Il y a beaucoup de choses qui sont locales. On ne peut pas avoir, comme pour le climat, on a une manette, on a un robinet, si vous voulez, pour le climat, qui est le robinet du CO2. Alors on peut ouvrir le robinet, fermer le robinet, et on sait à peu près ce qui va se passer. Pour la biodiversité, c'est plus complexe, parce qu'on a des millions d'espèces, et que ça représente des millions de cas différents. Donc on a beaucoup de robinets. Est-ce qu'il y a des animaux que la génération de nos enfants ou petits-enfants ne pourra plus observer? Certainement. Il y a des espèces qui disparaissent, pas encore en proportion trop gigantesque. Il y a des déclins d'abondance, c'est-à-dire que les effectifs des espèces sont moins importants, et ça c'est très inquiétant aussi. Mais il y aura sans doute plus d'éléphants, il y aura sans doute plus de tigres, il y aura sans doute plus d'éléphants. À quelle échéance vous dites? J'ai pas dit d'échéance, j'ai pas donné d'échéance. Si on dit nos petits-enfants, il y a une possibilité qu'il n'y ait plus d'éléphants c'est-à-dire que si on poursuit la courbe de déclin des éléphants aujourd'hui, je pense que d'ici moins de 100 ans, les éléphants seront dans les zoos. Vous n'avez pas l'air trop catastrophiste, pourtant certains parlent de 6e extinction de masse des espèces. Est-ce que ça, elle est réelle, cette extinction? Alors je me suis peut-être mal fait comprendre, mais non, je suis très, très pessimiste quand même. Cette extinction, elle est totalement réelle. J'ai travaillé dessus d'ailleurs, et c'est vraiment une extinction en cours. On est vraiment sur la même trajectoire que les grandes extinctions des temps géologiques, donc on est vraiment sur la même trajectoire. Simplement, on est encore un petit peu loin, on est au tout début de cette trajectoire, mais par contre, on s'y engage à une vitesse jamais atteinte dans le passé. Oui, parce qu'un récent rapport du WWF indique que les populations de vertébrés ont chuté de 60% depuis 45 ans. J'y connais pas grand-chose, mais enfin ça paraît complètement vertigineux. Comment on l'explique? Ce sont des déclins des effectifs, ce n'est pas des disparitions d'espèces encore, mais on a des diminutions d'abondance, c'est-à-dire de génération en génération, il y a de moins en moins d'individus. Et c'est ça qu'on est en train d'observer. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est exactement comme cela qu'ont fonctionné les grandes crises du passé, dans le passé géologique de la Terre. Merci beaucoup, professeur Bruno David, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.